nous avons été un peu aveugles au début, c'est-à-dire que nous avons conçu un musée abstrait sans tenir compte du bâtiment, et que de leur côté, les architectes ont conçu le contraire, ça a été l'inverse. Eux ont conçu leur architecture sans connaître les collections. Alors pendant quelques semaines, pendant quelques mois même, nous nous sommes rencontrés, les architectes et nous, pour imaginer quels étaient les parcours possibles, comment intégrer les collections idéales, encore une fois, parce que certaines ne sont pas encore là, les collections à l'intérieur du bâtiment. Et à ce moment-là, on a réfléchi au programme. Où commencer et où finir. La fin, c'était assez clair, n'est-ce pas? C'était juste avant le fauvisme, donc jusqu'en 1905. En tout cas pour la peinture, un peu plus tard pour les arts décoratifs. Pour le début, je me souviens encore, le président Giscard d'Estaing, il était venu faire une visite de chantier et le raccompagnant sur le quai à sa voiture, il m'a dit « Mais où mettez-vous la liberté de Delacroix ?» Et j'ai dit « Monsieur le Président, on ne la met pas. » Comment vous ne la mettez pas? C'est 1830, c'est un symbole du 19e siècle. Il y avait eu en effet une ambiguïté très forte, puisqu'à un moment donné, on appelait ce musée le musée du 19e siècle. Ça nous a obligés à réfléchir. On a pensé que la charnière du siècle, autour de 1848-50, c'était juste. Donc il y avait vraiment un mouvement, pas seulement politique en Europe, mais général, qui indiquait une rupture d'une certaine façon. Donc on s'est décidé là-dessus, on a recomposé le programme à partir de ça, sans exclure d'ailleurs la présentation de certains romantiques qui s'incluaient dans le programme. Au point de départ des collections d'Orsay, le musée du Luxembourg, qui offrit aux peintres et aux sculpteurs du XIXe siècle l'honneur d'un achat de l'État et d'une exposition. Puis le musée du jeu de paume, qui à partir de 1947 accueillit les peintures impressionnistes. Enfin le Louvre lui-même, qui céda au musée d'Orsay naissant nombre de ses œuvres les plus emblématiques et magistrales, dont les Romains de la décadence de Thomas Couture et la danse de Jean-Baptiste Carpeaux. À ce prestigieux héritage des grands musées de Paris se sont ajoutées des œuvres de musées de province, ou d'autres tristement oubliées comme les 6 continents qui ornaient le palais du Trocadéro lors de l'exposition universelle de 1898 et retrouvées à Nantes, reléguées au fond d'un terrain vague. Donc, nous avons essayé de trouver ce qui manquait. Alors, ce qui manquait, c'était énorme, n'est-ce pas? Des grandes toiles qui avaient été roulées et oubliées, puisque la peinture académique, disons, Pompier, avait été complètement et exagérément, d'ailleurs, oubliée pendant plusieurs générations. Par exemple, le grand Caïn de Cormont était roulé et on avait complètement oublié qu'il était dans une réserve. Donc, ça, c'était la récupération. Et puis, il s'agissait d'acquérir, par des donations, par des achats, ce qui manquait complètement. Alors, 1,15 million pour le Horta, 1 million pour le Burne-Jones. Tiens, à propos, j'ai eu un coup de téléphone de la propriétaire du Burne-Jones qui s'étonne de ne pas être encore payé. Il y a preneur à 25 000 pour cette importante toile de Lévy-Durmer. 26 000, 27 000... 30 000. 30 000. Pas au centre, pas à gauche, 30 000. Suivons rapidement à 30 000. 31 000. 32 000. 33 000. 35 000. 35 000. 38 000. 38 000, l'enchère est à ma droite. J'adjuge à 38 500. Il faut d'ailleurs que dans un musée comme celui-ci, comme au Louvre d'ailleurs, cette volonté des conservateurs de combler les lacunes, de trouver le chef-d'œuvre soit permanente.